Merci à vous tous d'être là. Je suis François Langlais de BFM Business et notre ordre de mission, c'est donc de débattre avec un panel de grande qualité sur les entreprises à la pointe de la relance du monde. Rien de moins. Structure très classique, on va écouter chacun de nos intervenants avec d'abord le membre du cercle des économistes et puis on prendra vos questions dans la deuxième partie de la table ronde. Je vais vous présenter rapidement nos intervenants. Tout d'abord, à mes côtés, Louis Gallois. Louis Gallois, vous m'écoutez, Louis Gallois? Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Hein. Je connais sa carrière par cœur parce que ça fait 20 ans qu'on me prend pour lui. Donc, je peux vous dire... Réciproquement. Alors, c'est ça, en fait. Je me dis que le jour où j'aurai vraiment réussi, c'est vous qu'on prendra pour moi. Mais On m'a déjà demandé si je faisais de bonnes chroniques. Vous avez dirigé plusieurs entreprises de l'industrie aéronautique, la SNECMA, l'aérospatiale, EADS bien sûr plus récemment. Vous avez aussi présidé la SNCF et vous êtes aujourd'hui commissaire général à l'investissement dans le cadre du programme des investissements d'avenir. À vos côtés, Henri Proglio, qui dirige EDF, l'électricien national bien sûr. Henri Proglio, vous avez également dirigé et créé Veolia Environnement, un groupe créé à partir de la Compagnie Générale des Eaux. Et puis, à l'extrémité, Patrick Artus, qui est membre du Cercle des économistes, directeur des études et de la recherche de Natixis. Patrick, je me tourne vers toi tout d'abord. C'est la tradition que le membre du Cercle plante le décor et nous précise un peu notre ordre de mission. On est dans une situation macroéconomique en Europe qui semble extrêmement préoccupante. La demande finale privée, celle des ménages, elle est évidemment déprimée. L'outil budgétaire, il est utilisé à contre-cycle, à contre-emploi, puisque les plans de rigueur sont de plus en plus violents, qu'ils concernent un nombre croissant de pays. L'outil monétaire semble lui aussi un peu émoussé. Les taux d'intérêt sont proches de zéro et on en est à justement inventer des mesures non conventionnelles. Est-ce qu'on peut penser sérieusement que dans une telle conjoncture, les entreprises peuvent être le fer de lance, le fer de la relance, et si oui, à quelles conditions? Merci François, bonjour à tous. Je vais essayer d'introduire ce débat. Je n'aurais pas trop parlé de macroéconomie, parce que notre sujet est vraiment de parler plutôt de microéconomie et de la façon dont on s'organise collectivement pour sortir de la crise. Donc je voudrais faire 4-5 points avant que Louis et Henri nous disent comment ils voient cette perspective et ces possibilités. D'abord, quelle est vraiment la nature de la crise aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, etc., au Portugal, en Grèce, dans beaucoup de pays. Je crois que c'est une crise où nous avions des économies qui étaient tirées par leur secteur, ce qu'on appelle le secteur abrité, donc par des activités pas exposées à la concurrence, la construction, la distribution, les services à la personne, et qui doivent se reconvertir vers des économies tirées par le secteur exposé à la concurrence. Parce qu'on ne peut plus utiliser l'endettement pour doper le logement, parce que la bulle immobilière a explosé, parce qu'il y a des déficits extérieurs et qu'il faut les faire disparaître. Et donc, il faut cette grosse reconversion économique. Le pays le plus emblématique de ça, c'est l'Espagne. 25% de la population qui travaillait autour de la construction, directement ou indirectement, et ces 25% vont devenir à peu près zéro. Donc, il faut les remplacer par des emplois exposés dans le secteur traded, comme on dirait en anglais, qui est lié à la concurrence. Alors, ceci, évidemment, pose la question de ce qu'on a appelé la réindustrialisation, et je crois qu'il faut dire un mot de ce débat, parce qu'il n'y a pas totalement consensus. Il y a des gens qui disent, mais finalement, l'industrie, c'est toujours des choses qu'on lit, qui sont très actives dans la réflexion. L'industrie, c'est quand même pas l'avenir des États-Unis ou de la France. Refabriquer les vieilles industries, c'est quand même pas ceci qui va nous sortir de la crise. Ça crée peu d'emplois. Il y a des travaux académiques récents qui montrent que l'emploi est quand même plutôt créé dans les services, y compris dans les économies industrielles. Et donc je crois que ceci est assez un faux débat, parce qu'il ne s'agit pas d'industrie, il s'agit de secteurs exposés à la concurrence. Et les secteurs exposés à la concurrence, c'est l'industrie, mais c'est l'énergie, le tourisme, la finance, l'éducation, les universités dont on parlait ce matin, le numérique, plein de choses, qui sont la technologie, qui ne sont pas du tout que l'industrie. Et il y a aussi une réflexion très intéressante, je trouve, sur le rôle de la connaissance. Il y a des pays qui vivent des redevances de la connaissance, des brevets, des inventions, les noms de marques.
le Japon, par exemple, hein, ou les États-Unis, d'une certaine mesure. Donc voilà. Donc dépassons ce débat service-industrie, il n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qu'il faut faire, c'est recréer des emplois et de la production exportatrice, hein, du secteur exposé. Alors ensuite, il y a un deuxième débat qui s'est introduit, qui est un peu plus un débat français, disons européen, qui est est-ce que notre problème est un problème de coût de production ou est-ce que notre problème est un problème de positionnement en gamme? Alors à nouveau, il s'agit vraiment d'un faux débat. Le problème d'un pays comme la France, c'est que les coûts de production sont trop élevés compte tenu du niveau de gamme. Donc on ne peut pas considérer l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble qu'il faut considérer. Ce qui est très intéressant quand on fait des comparaisons France-Allemagne, par exemple, c'est que la différence entre la France et l'Allemagne, ce n'est pas l'évolution des coûts de production de l'industrie, c'est l'évolution des prix de vente de l'industrie. L'industrie française ne sait pas passer dans ses prix ses coûts, surtout quand l'euro monte, et l'industrie allemande sait passer dans ses prix ses coûts, et c'est pour ça qu'elle est profitable, et l'industrie française n'est pas profitable. Donc évidemment, il y a juste après un problème d'horizon temporel. On peut baisser tout de suite le coût du travail, par exemple en faisant des réformes fiscales, ce que certains d'entre nous appellent de leur vœu, qui baisserait le coût du travail en changeant la nature de la fiscalité, et la montée en gamme est un processus beaucoup plus long. Alors c'est justement la montée en gamme de notre sujet finalement, hein, avec Louis et Henri, et ici je crois qu'il faut se poser 2-3 questions. D'abord, est-ce que le problème du financement est aussi sévère que ce que dit le gouvernement français nouveau, qui met beaucoup de poids, hein, sur le problème de financement des PME innovantes, de l'industrie, donc banque de l'investissement, effort pour avoir des financements en capital. Honnêtement, j'ai quelques réserves. Je ne suis pas sûr que le financement soit un tel problème. Il y a des problèmes de financement qui sont extrêmement récents, qui sont liés aux réglementations des banques, bien sûr. Mais est-ce que structurellement, nos problèmes sont un problème de financement et d'absence de financement en capital ou en crédit des PME innovantes? Je ne suis pas sûr du tout. Donc je pense que bien sûr, et alors je pense que Louis va vivement protester après, mais je pense que bien sûr il faut aussi qu'il y ait des fonds publics, du capital public, du private equity public, mais je pense que c'est pas ça le cœur du problème, et que si on n'aurait que ce problème-là, on ne va pas du tout régler le problème de réindustrialisation, en particulier en France. Il faut au sens large. La deuxième question, c'est celle que posait François en commençant, c'est-à-dire c'est quoi la politique industrielle? En quoi ça consiste, hein? Parce que c'est facile d'utiliser des mots magiques, mais c'est plus difficile de mettre un contenu. Quand on regarde ce qui marche à l'étranger, on a l'impression que la politique industrielle, ça n'a pas forcément besoin d'énormément d'argent d'ailleurs, hein, puisque ceci serait un problème. C'est plutôt un problème de coopération, hein, dans les régions qui marchent, je sais pas, le nord de l'Italie, la Bavière, hein, le sud de la Suède. C'est une coopération entre les grands groupes, la région, l'État, les PME, les universités, et que c'est plutôt la mise en place des coopérations qui compte que finalement qu'il y ait beaucoup d'argent public à la clé. Donc peut-être c'est pas un immense problème de faire de la politique industrielle sans argent ou sans beaucoup d'argent public, et peut-être que aussi nos deux invités auront un avis sur ce point. Ensuite, j'ai encore 2-3 points. Qu'est-ce que ça veut dire l'État stratège? Parce qu'à nouveau, on utilise tous les mêmes mots sans les définir. Et je crois que c'est une question extrêmement importante. C'est-à-dire, est-ce que l'État stratège doit choisir lui-même les secteurs d'avenir? Et ce qui est très intéressant, on avait des discussions récemment avec le gouvernement britannique, qui est un drôle de mélange, puisque c'est du libéralisme macroéconomique, hein, on baisse les impôts, on réduit le nombre de fonctionnaires, et un très grand dirigisme étatique. On va choisir les 4 industries qui méritent d'être aidées. Donc jusqu'où faut-il aller dans le dirigisme étatique, dans les choix industriels? Et ça, je ne sais pas. Donc on aimerait bien aussi entendre nos invités. Je pense qu'il y a des expériences d'échec dans les deux sens, hein, dans l'excès de dirigisme ou dans l'absence de dirigisme, mais je crois que le dosage est très compliqué. Est-ce qu'il faut dire qu'on va devenir très très bon dans la batterie de nouvelle génération, ou est-ce qu'il faut être plus flou dans l'intervention de l'État? Dernier point sur lequel je crois qu'il est important de réfléchir, c'est la macroéconomie. Donc je disais un mot de la fiscalité. Si on veut avoir un effet, ce que certains d'entre nous, dont Philippe Aguillon, qui est peut-être par ici, a appelé le choc d'offres, dans un pays comme la France, mais ceci vaut pour d'autres pays, le seul instrument à nouveau utilisable à court terme, c'est la fiscalité. Donc est-ce qu'on est collectivement d'accord pour une grande réforme fiscale où on basculerait une quantité massive de charges sociales des entreprises vers un impôt généraliste comme la CSG? Quantité massive, c'est 30-40 milliards d'euros, hein, c'est quelque chose qui se verrait. Donc est-ce qu'on est d'accord pour qu'il y ait 3 ou 4 points de CSG en échange d'une baisse massive des charges des entreprises qui changerait complètement les conditions de production et la profitabilité de l'industrie?
Alors, dernier mot, je m'arrête après. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de regarder des exemples historiques ou contemporains, qui sont des plus ou moins bons exemples. Est-ce qu'on a des exemples de sortie par le haut? Alors, est-ce que l'Espagne, on peut espérer que l'Espagne s'en sorte autrement qu'en continuant à avoir plus de chômage, moins de production, moins d'emplois et plus de déficit public d'ailleurs, hein, puisque vous savez que c'est la conséquence d'ailleurs intéressante de ces politiques restrictives en Espagne, c'est que plus il sert, plus le déficit public augmente. Donc on voit bien le côté intelligent de la politique. Et alors, quand on regarde dans le passé, il y a des sorties par le haut, historiquement. Une très intéressante, je trouve, c'est la Suède dans les années 90, qui avait quand même des problèmes assez semblables à ceux de l'Espagne au début des années 90, et où il y a eu une réforme très impressionnante de l'État. On avait ce matin la présidente de l'Agence de l'éducation. Les Suédois passent, à partir de 92, à un système de l'État totalement différent. Il n'y a pratiquement plus de fonctionnaires, il n'y a plus que 3000 fonctionnaires. Il y a 13 agences, donc il n'y a plus de conflits, de responsabilités, et il y a des lignes fortes directrices pour la gestion de ces agences. 12 points de réduction des dépenses publiques par rapport au PIB en 5 ans, ça fait 20% de gain de productivité, sans aucune dégradation de la qualité des services publics, donc il n'y a pas l'abandon du modèle social, comme on dit par ici. Et dans le même temps, doublement des dépenses de recherche-développement dans le pays qui passent de 2 à 4% du PIB. Donc ce n'est pas vrai, nous dit la Suède, que quand on réduit les dépenses publiques, on a forcément l'abandon des efforts d'investissement, d'innovation et de protection sociale. Un autre exemple, et j'arrête vraiment là après, je crois que très intéressant, c'est les États-Unis aujourd'hui, qui est un truc très bizarre, parce que les États-Unis se réindustrialisent, et ce n'est pas du tout le rêve d'Obama, c'est la vieille industrie. C'est le raffinage, la chimie, le caoutchouc, le plastique. Et pourquoi ils se réindustrialisent? Par deux choses dont on n'a peut-être pas envie de copier finalement. Enfin, c'est un, les salaires plus bas dans le sud, et deux, le gaz de schiste. Et donc vous mettez le prix du gaz naturel à 2,50 $ le million de BTU au lieu de 9 ici et de 19 au Japon, et les salaires à 20 $ de l'heure en Caroline du Sud ou dans l'Alabama. Mais c'est pas, est-ce que c'est de la sortie par le haut? C'est de la sortie par la réindustrialisation. Ça ressemble plutôt au miracle du charbon en Angleterre au 19e siècle, quoi. Et c'est pas du tout la Suède dans les années 90. Donc est-ce qu'on a envie de copier la Suède ou de copier les États-Unis? Et c'est une question qui me paraît importante. Merci beaucoup. Merci Patrick. Merci Patrick, le décor est maintenant campé. Louis Gallois, question toute simple, qui a d'ailleurs été posée implicitement par Patrick. Est-ce qu'on peut encore faire de la politique industrielle quand l'État n'a plus un fifrelin? J'ai prévu un exposé de 3/4 d'heure, 1 heure pour répondre à Patrick Artus, parce que comme il a soulevé un nombre de problèmes absolument considérables, avec des points d'accord et des points de désaccord, ça pourrait être très long. Enfin, je vais essayer de répondre à votre question. La situation, je vais parler de l'industrie française, si vous le permettez, même si à la fin, il faudra que je parle d'Europe, bien sûr. La situation de l'industrie française est très claire. Elle est squeezée entre l'industrie allemande, qui est dans le haut de gamme, avec une compétitivité qui ne s'exprime pas par les prix, comme l'a fort bien dit Patrick. Il faut voir que les parts de marché à l'exportation, la baisse des parts de marché à l'exportation de la France a été partiellement compensée par l'augmentation ou le maintien des parts de marché allemandes, et deuxièmement par les économies émergentes ou certains pays comme l'Espagne qui sont capables de développer des coûts plus bas que les nôtres, et qui donc, alors comme l'industrie française ne s'exprime sa compétitivité par les prix, comme tu le disais, nous nous trouvons avec des entreprises dont les marges ont baissé. Les marges des entreprises françaises industrielles sont de l'ordre de 30%, elles sont de 40% en Allemagne. Elles étaient à peu près au même niveau et même légèrement supérieures en France au début de la décennie. Il y a eu également, évidemment, l'évolution du coût du travail en Allemagne qui a joué un rôle tout à fait important. Cette dégradation des marges se traduit par une dégradation de l'autofinancement. Actuellement, l'autofinancement des entreprises industrielles, hors le CAC 40 qui attire le regard, mais qui n'est pas significatif de l'industrie française, le taux d'autofinancement est passé d'à peu près 90% à 65%. Ce qui conduit les entreprises soit à s'endetter. Les apports en fonds propres ont représenté 4% simplement à peu près du gap, donc ils ont été très, très faibles. Donc il y a eu recours à l'emprunt au moment même où les banques sont en train de se retirer du risque industriel, parce que même si la Fédération française des banques nous indique que le crédit aux entreprises augmente,
lorsqu'on essaie d'aller plus finement sur les entreprises industrielles, il diminue pour les entreprises industrielles. Donc on se trouve dans une situation de squeeze entre, donc je l'ai expliqué, l'Allemagne et les pays émergents et certains pays même de l'Union européenne, et en même temps de squeeze financier. Alors comment on sort de là sans argent ? La première chose, je crois qu'il y a un consensus assez large face à ce phénomène de dégradation qui paraît inéluctable. Et nous en voyons tous les jours les éléments dans la presse avec les plans sociaux et évidemment le déficit massif de notre commerce extérieur, puisque nous sommes déficitaires hors balance énergie actuellement. Je crois il faut faire un choc de compétitivité. Ce choc de compétitivité doit toucher le secteur exposé. Pour toucher le secteur exposé, il faut qu'il soit assez massif et qu'il porte sur les exonérations, sur les cotisations sociales concernant des salaires relativement élevés. Il s'agit de transférer, comme tu l'as dit, 30 à 50 milliards pour avoir un effet significatif de 1,5 à 2% du PIB sur la fiscalité. C'est une affaire extrêmement compliquée, surtout à un moment où l'État lui-même augmente la fiscalité pour couvrir son propre déficit. Donc c'est une affaire extrêmement compliquée. Les marges de manœuvre sont limitées. Il y a certainement les taux intermédiaires de la TVA, puisque le débat sur la TVA sociale a tué la possibilité d'augmenter les taux de TVA, ce qui était pourtant quelque chose qui apparaissait de bon sens, parce que ça revient, Jean-Claude, excuse-moi, à une mini-dévaluation, un taux de TVA. Donc maintenant, il ne nous reste plus que les taux intermédiaires. Il y a certainement la CSG. Il y a peut-être la fiscalité des retraités. Il est assez anormal que la fiscalité des retraités soit extrêmement favorable, alors que le niveau de vie des retraités est plutôt plus élevé que celui de la population active. Bref, il y a une vraie difficulté. Ensuite, ce choc a deux effets. Le premier, c'est effectivement d'essayer de commencer à sortir du squeeze que j'évoquais. Et le second effet, donc de redonner de la capacité aux entreprises pour investir en productivité, en innovation, en qualité et monter en gamme. Parce qu'effectivement, le problème, c'est la montée en gamme de notre industrie pour sortir de cette étreinte de la compétitivité prix. Et deuxièmement, je pense qu'il faut redonner confiance aux chefs d'entreprise en France. Et je crois que c'est absolument décisif actuellement. Il y a un problème massif de confiance des chefs d'entreprise qu'il faut que nous soyons capables de traiter. Alors ensuite, juste une seconde. Une seconde. Une seconde. Je ne suis pas sûr qu'on ne puisse pas mobiliser des moyens financiers. L'épargne européenne est importante et je pense que ça doit se faire peut-être au niveau européen. Mais quand les taux d'intérêt sont au niveau où ils sont actuellement pour un certain nombre de pays, Larry Summers le disait dans un article récent, emprunter pour investir sur l'avenir dans des investissements qui ont clairement un taux de rentabilité supérieur au coût de l'emprunt, je pense qu'il faut y regarder à deux fois. Je ne pense pas que l'emprunt soit un mal en soi. Je sais bien dans quelle conjoncture nous sommes, je sais bien quelle est la situation. L'endettement global de l'Europe n'est pas astronomique par rapport à d'autres zones. Donc je pense qu'il y a là un vrai sujet qui est celui de savoir si on ne peut pas trouver des ressources d'emprunt pour financer des investissements d'avenir. Et je ne veux pas faire de pub pour la maison dont je suis en charge actuellement. Vous n'en avez pas fait. Dernier point pour laisser du temps évidemment à Henri. Je crois que les entreprises elles-mêmes doivent se prendre en charge. Et je rejoins ce que disait Patrick. La structuration du tissu industriel français, le développement des coopérations dans tous les domaines, que ce soit la filière verticale, que ce soit territoriale, devient un enjeu décisif. Et s'il y a de maigres moyens financiers, ils doivent être focalisés sur le rapprochement des entreprises, maîtres d'œuvre, donneurs d'ordre et sous-traitants, entreprises du même secteur, de la même région, relations avec les instituts de recherche, avec les grands organismes d'innovation, etc. Je crois que faire rapprocher... Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en France actuellement. Beaucoup de choses. Et mon prédécesseur aux investissements d'avenir a fait un travail remarquable dans ce domaine. Donc il y a beaucoup de choses à faire et qui se font. Je crois qu'il faut aller encore plus loin pour que ce tissu industriel français se solidarise. Ceci ne se fera pas sans dialogue social. Il faut qu'avoir les personnels avec nous.
Donc il faut que on négocie une sorte de pacte productif en France, avec les énergies toutes focalisées dans le même sens. Et deuxièmement, il faut qu'en Europe, il y ait un relais pour cela. Je parlais d'emprunt européen, je crois qu'il faut un relais au niveau de l'Europe, et il faut que l'Europe se saisisse du problème industriel et des secteurs exposés. Merci à vous. Voilà. Vous y allez, hein. Merci à vous, Louis Gallois. Henri Proglio, l'énergie a toujours été un axe important dans la politique industrielle française. Hier, une petite étudiante qui était présente à la séance inaugurale de ces rencontres d'Aix stigmatisait l'immobilisme énergétique français, en disant, au fond, on est collé sur le nucléaire, ça nous empêche d'organiser la transition énergétique. Et son argument n'était pas écologique, mais économique. Elle sous-entendait qu'il y avait là un levier de croissance important dont on se privait. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, ma première remarque, c'est assez étonnant, mais enfin c'est assez classique en France, cette autoflagellation quasi naturelle. Au fond, les Français ne reconnaissent jamais de leur réussite, ne sont jamais fiers de ce qu'ils ont réalisé, mais passent leur temps... Pardon. Soit... Il y a des antinucléaires à la réalisation. Je ne voulais pas les dénoncer. Soit à stigmatiser leurs propres défauts, soit à se plaindre, etc. Et le sentiment de fierté et d'ambition a un peu disparu dans ce pays. Bon. La France a une particularité dans le domaine de l'énergie, c'est d'avoir construit, en tout cas en matière d'électricité, le seul exemple d'indépendance énergétique et de compétitivité et d'atout compétitif en Europe. On est le pays dans lequel l'électricité est la moins chère en Europe, et très sensiblement moins chère, 40% moins chère que la moyenne européenne. On est le pays dans lequel on a regardé l'avenir avec anticipation et on a construit au cours des 50 dernières années un formidable outil qui est un outil de compétitivité et d'indépendance énergétique, que nous envient pratiquement tous les pays européens. Quand je dis pratiquement, c'est par plus de... Alors, est-ce qu'il faut pour autant se contenter du chemin parcouru? Alors, on peut au moins s'en satisfaire en disant, finalement, on a créé à la fois un atout compétitif formidable pour le pays, et deuxièmement, une industrie. Parmi les rares industries exportatrices françaises actuellement dans le domaine de l'industrie en dehors de l'aéronautique. Donc on peut dire quand même que quelque part, la France pourrait non seulement au moins considérer le programme qui a été accompli avec une certaine fierté, mais enfin en plus investir sur la trajectoire de cette dimension qui aujourd'hui est devenue mondialement extrêmement importante. Et deuxièmement, réfléchir à des axes d'amélioration et de perspective. Donc continuons à avoir un temps d'avance plutôt que de se lamenter, au contraire, de l'immobilisme. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, plus précisément, les besoins énergétiques sont gigantesques dans le monde. On sait que d'ici 30 ans, la population du monde continuera à augmenter. On est aujourd'hui 7 milliards d'habitants sur la planète. On était 1,5 milliard au début du XXe siècle. Il faut quand même rappeler. On sera 9 milliards d'habitants en 2050. C'est dire l'ampleur gigantesque des besoins d'énergie, surtout si on y ajoute les besoins considérables développés par les pays émergents, c'est-à-dire à la fois la population et la croissance économique d'un certain nombre de zones du monde qu'il est inutile de rappeler ici. Les besoins d'énergie sont absolument titanesques. Face à ces besoins, quelles sont les solutions? C'est évidemment d'avoir recours aux énergies primaires, ça on le sait, et on sait qu'on va les chercher de plus en plus loin, de plus en plus bas, et de plus en plus cher. Et puis, d'avoir des réponses adaptées. Ces réponses, elles sont multiples. Elles sont non seulement le fait de pouvoir développer de nouveaux systèmes énergétiques, mais de perfectionner les systèmes énergétiques existants. Il se construit aujourd'hui, à l'heure où on se parle, une centrale à charbon tous les jours dans le monde, 2 par semaine en Chine. Il se construit actuellement une centrale nucléaire chaque mois en Chine, sans que pour autant le public français n'en ait conscience. Les besoins, encore une fois, sont titanesques. Et l'industrie française ne trouvera jamais sur le territoire national le développement ou l'espace de développement nécessaire pour construire une industrie. Et donc c'est dans le monde qu'il faut chercher les marchés nécessaires à capter les parts de marché et donc les besoins à satisfaire pour l'industrie française. C'est ça le sujet. Est-ce que vous rejoignez le diagnostic fait à l'instant par le Gallois? Il faut un choc d'offres important en France, 30 à 50 milliards, et au fond, il y a là un levier de compétitivité qui serait très précieux pour les années qui viennent.
Oui, enfin, sur le diagnostic, bien entendu, et même sur les propositions qu'il formule. Alors après, il est plus proche de moi des mouvements actuels de décision pour pouvoir convaincre. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Mais je pense que s'il a besoin de mon aide, je lui apporterai volontiers. Mais bon, c'est un sujet de court terme. Non, mon regard se porte sur les 30 dernières années, par exemple. Qu'est-ce qui fait que la France a dérivé au cours des 30 dernières années par rapport à cette situation, au fond? Il est difficile de donner un avis. Pardon. Oui, on vous entend pas très bien au fond de la salle. Ah, pardon. Soit ça fait des bruits, soit si je me rapproche du micro. Bon, alors, on va essayer. Qu'est-ce qui fait que la situation française a empiré au cours des dernières années? On peut avoir des diagnostics. Moi, mon regard se porte sur les règles du jeu et sur le constat qu'on peut en faire. Au fond, on s'est laissé, comme beaucoup de pays du monde occidental, vraisemblablement polluer par la finance, le court terme et la spéculation, au détriment du long terme, de l'industrie et de la vision stratégique. Et ça a conduit à des aberrations dont on voit aujourd'hui les conséquences. C'est-à-dire, au fond, le profit à court terme, les résultats à court terme, le trimestre qui remplaçait l'année, qui remplaçait la décennie, etc., a conduit à des aberrations complètement folles. Le monde financier est devenu un monde court-termiste, et le monde court-termiste est devenu un monde spéculatif. Et quand on voit la différence entre les économies mondiales, on voit que ceux qui sont les plus financiers sont ceux qui ont le plus échoué par rapport à ceux qui sont les plus industriels. C'est un constat. Deuxièmement, toutes les règles du jeu sont allées dans le même sens. Les règles du jeu qui sont, par exemple, la règle du jeu de baromètre de performance. Encore une fois, le court terme l'a emporté sur le long terme. Deuxième règle du jeu, les règles comptables. On a inventé des nouvelles normes comptables qui favorisent la volatilité. Ça s'appelle les normes IFRS. Aujourd'hui, plus personne, parmi les gens normalement éduqués et non spécialistes, n'est capable de lire des comptes. Non. Parce que c'est tellement sophistiqué qu'il faut une table à calcul pour essayer de comprendre, et quand on a fini de comprendre, on a fini par comprendre qu'au fond, on avait choisi la volatilité pour que les marchés puissent s'en satisfaire plutôt que la performance effective. Les comptes n'ont plus rien à voir avec la réalité économique. Troisièmement, les règles du jeu en matière de rating financier. Là aussi, c'est la même chose. Enfin, les règles de solvabilité qui s'appliquent aux banques, aux compagnies d'assurance, qui sont les seules qui captent l'épargne aujourd'hui dans le monde moderne. Eh bien, on les a éloignées de l'entreprise. Aujourd'hui, toute l'épargne est détournée de l'économie réelle. Et qu'est-ce qu'on constate? Que les entreprises n'ont plus de capitaux propres, qu'elles n'ont plus d'actionnaires, qu'elles n'ont plus recours aux augmentations de capital, et que l'inertie, le système se crispe. À l'inverse des pays émergents, qui eux n'avaient pas la chance, entre guillemets, d'être dans le système financier moderne, qui ont donc misé sur l'industrie et qui aujourd'hui en sont les grands bénéficiaires. C'est ça le sujet. Alors, si on ne corrige pas les données ou les règles du jeu, il me semble difficile d'en corriger les effets. Et ça me paraît essentiel. Quel est le problème actuellement de l'Europe et de la France? L'emploi. Le niveau de vie, l'emploi. Qu'est-ce qui crée de l'emploi? L'industrie, au sens large. La technologie, l'industrie. On a pensé que c'était la finance et les services. Je ne crois pas. Bon. Et quand on regarde les résultats des entreprises, prenons le CAC 40, des 10 dernières années, où va l'essentiel des profits? La finance, le pétrole, le luxe. Plus de 60% des profits viennent de là. Aucun de ces trois secteurs ne crée aucun emploi en France. On se pose des questions, il suffit de regarder les choses telles qu'elles sont. Donc, est-ce qu'on est ou pas destiné ou décidé à corriger ça? Et dans ce cas-là, les mesures à court terme d'accompagnement sont nécessaires? Ou est-ce qu'on est décidé à ne pas le faire? Et dans ce cas-là, il est inutile de se livrer à ce genre de difficultés ou d'aborder le problème. Merci à vous. Merci Henri Proglio. Peut-être Patrick, un mot et puis on prend une ou deux questions pour conclure. Mais vraiment un mot. Oui, non, bref. un mot. Pas une seconde de Louis Gallois parce que... Non. C'est... Trois demi-mots. Ce qui nous rapproche tous, c'est le constat que faire de l'entreprise est plus devenu très profitable dans ce pays. Donc c'est un problème pas tellement de compétitivité, je pense que c'est un problème de profitabilité du secteur exposé. Et donc il faut réfléchir à ça. Deuxièmement, ce qui nous rapproche tous, c'est l'idée qu'il va falloir trouver des solutions européennes. Enfin, les Espagnols ne s'en tireront pas tout seuls. Enfin, troisièmement, peut-être là où nous différons, c'est l'idée de Louis qu'on peut avoir plus de dettes. Est-ce que finalement, on a trop de dettes? Est-ce qu'en mettre plus, c'est la bonne solution? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux trier dans les dépenses que mettre plus de dettes? Mais c'est vrai que peut-être plus de dettes est plus rapide facilement.
Et quatrièmement, le dernier point d'Henri, je crois qu'on a tous écrit comme économistes depuis 10 ans, c'est quand même extraordinaire qu'on ait eu une incapacité d'empêcher les règles comptables en mark-to-market, les règles de solvabilité des assureurs ou des banques, qu'il n'y a pas eu de mobilisation et qu'on a laissé faire ça. Et puis qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est extraordinairement difficile à bouger et qu'on va devoir vivre avec probablement, quoi qu'on en pense, alors que c'est procyclique, destructeur des On entend produits à ça, long Patrick, terme. chaque année au cercle Oui, des on l'entend économistes depuis 15 ans. depuis Oui, 10 mais ans. enfin, tu remarques que là, le truc Non, mais est pratiquement... je ne sais pas du tout pour critiquer, quoi. c'est que effectivement c'est un monstre qui court sans tête, mais Oui. qui court quand même, quoi. Dernier point, je voulais dire, la répression financière. La répression financière, c'est un vrai sujet, parce que tout ceci participe. On pourrait avoir presque une thèse du complot, en disant finalement solvabilité 2, BAL 3, etc. Tout ceci participe de l'idée qu'il faut canaliser l'épargne vers l'État et pas vers les entreprises. Alors c'est une thèse du complot implicite, mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, recanaliser de l'épargne vers autre chose que l'État, c'est compliqué. Hein, et donc c'est pas évident, effectivement, de retrouver cette épargne à long terme vers les entreprises. Merci. Peut-être y a-t-il quelques questions? Non, si. Allez, une. Vraiment question brève, merci de vous présenter et de la formuler de la façon la plus concise possible. Il n'y a pas de micro, allez-y, on vous entend. Bonjour, Ghislaine Kétani, cherche transition démographique, transition économique, chercheur. Donc, si je résume en une phrase un peu le panel, vous voulez faire un choc d'offres par une réduction des charges. Est-ce que c'est bien ça? De l'ordre de 40-50 milliards. C'était Louis Gallois qui avait fait cette proposition, Louis Gallois. C'est évidemment pas assez. C'est évidemment pas Merci, assez. mademoiselle. Est-ce que c'est la Mais seule je pense qu'on manière, a, pardon. Merci. on a besoin, je pense, de créer un choc de confiance dans le pays pour que le reste, il y a beaucoup d'autres choses à faire. J'en ai pour une demi-heure, si vous voulez que je vous expose mes idées sur la politique industrielle. On ne les a pas. Mais il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais je pense qu'il va falloir, à un moment ou à un autre, qu'on considère qu'on ne peut pas y aller par des petites mesures incrémentales, qu'il va falloir faire quelque chose de visible, ressenti par les entreprises, et qui est une véritable, qui crée une onde de choc. Un mot, Patrick, sur le même sujet? Non, il ne s'agit pas d'une stratégie de long terme, c'est pas avec ça qu'on s'en tirera. Simplement, je pense que si on continue sur la tendance où les coûts des entreprises font ça et les prix des entreprises font ça, voilà, et que la montée, même si on réussit dans les stratégies après structurelles, regardez les exemples du passé, c'est 5 ans, 7 ans, 10 ans, et donc il faut faire quelque chose avant dans 7 ans, quoi. Mais ça ne peut pas se limiter à ça, bien entendu. Le mot de la fin pour Henri Proglio. Merci. Lourde charge. Non, le mot de la fin. Qu'est-ce qui peut faire évoluer les choses? D'abord, psychologiquement, redonner confiance, ce que disait Louis à l'instant. La confiance et l'ambition sont les éléments absolument moteurs de n'importe quelle communauté humaine, et l'économie est une communauté humaine comme une autre. Donc il faut redonner confiance. Et deuxièmement, oser avoir l'audace de reposer des questions de fond. C'est pas la peine de constater toujours la même chose pendant 15 ans et de ne rien faire. Donc au fond, une entreprise qui ferait ça serait déjà morte. Un pays qui fait ça est en train de mourir. C'est une évidence. S'il y a une correction à apporter, alors que le politique sert au moins à ça. C'est prendre peut-être une décision, une bonne fois pour toutes, de remettre en cause les règles et de faire en sorte de réalimenter l'économie avec l'épargne. L'épargne est un des rares atouts de la France, au même titre que la Chine. C'est le taux d'épargne en France, c'est le taux d'épargne en Chine qui font la richesse théorique de ces pays. En France, l'épargne a été totalement diluée, répartie, dispersée au cours des 20 dernières années. Elle n'est plus du tout allée vers l'économie. Est-ce qu'on ne peut pas corriger ça? Il m'appartient de faire un constat, il ne m'appartient pas de donner la réponse. Mais enfin, la réponse, elle appartient collectivement à nous tous et quelque part à ceux qui sont responsables de ce pays. Deuxièmement, la confiance. Tout à l'heure, la question posée par l'étudiante était assez caractéristique. Dans ce pays, on n'arrête pas de gémir et de se plaindre, on regarde, on s'auto-flagelle au lieu de regarder les réussites et donner confiance en donnant une ambition et en bougeant les lignes. Le problème de la dette est un problème important. On hérite d'une dette importante, dont acte. Elle est là. On ne va pas l'effacer du jour au lendemain. Mais la dette, elle n'a de sens que si on la rapporte à des cash flows, à des flux économiques.
Investissons dans des investissements, investissons dans des démarches, ayons une stratégie qui permette d'améliorer le ratio par une amélioration du numérateur, quitte à ce que le dénominateur n'évolue que lentement. C'est ça le sujet. Or, aujourd'hui, on ne pense qu'à réduire la dette et pas à faire des investissements. Par conséquent, on s'enferme. Ce que vous disiez pour l'Espagne est vrai pour tous les pays. Si notre seule ambition, c'est de réduire les déficits et de réduire la dette, de faire du cost-cutting et de l'asset management, c'est sûr que, comme n'importe quelle entreprise, on ira dans le mur. Donc il faut effectivement continuer à avoir l'audace de lancer des investissements en matière à la fois industrielle, en matière technologique, en matière de formation, pour que la France ait les moyens d'affronter l'avenir avec confiance. Voilà ce que je pense. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci à vous trois.